Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 122. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. D'un point de vue tout à fait personnel, comme beaucoup de monde je suppose, j'ai une sensibilité écologique. Les scientifiques sont unanimes, on va droit dans le mur. Et en tant que maman, je me demande à quoi ressemblera la vie de mes enfants quand ils seront adultes. Sauf que si je suis honnête avec vous, je fais pas grand-chose. Non pas que je veuille pas, mais c'est plutôt que je sais pas trop par où commencer, si ça sera utile. Et puis, on va pas se voiler la face, j'ai pas non plus envie de renoncer à tout. Je suis sûre que je suis pas la seule. Et en poussant le raisonnement un peu plus loin l'autre jour, j'ai réalisé que je ne regardais pas la question dans sa globalité. À chaque fois que je pense écologie, je pense action personnelle. Ça, c'est mettre de côté une grosse partie de nos forces parce que c'est mettre de côté nos entreprises. Ouais, quelle que soit leur taille, que l'on vende des produits ou des services, notre activité professionnelle a un impact non négligeable sur l'environnement. Alors oui, il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent une dimension d'éco-responsabilité dans leur stratégie, mais du coup, dans le même temps, certaines en ont fait trop, et puis maintenant, communiquer sur l'éco-responsabilité, c'est prendre le risque d'être taxé de greenwashing. Et c'est là que je réalise que je n'intègre pas l'éco-responsabilité dans la stratégie de mon entreprise parce que j'ai peur de me faire taxer d'instrumentalisation si jamais j'en parle. Bref, c'est le chat qui se mord la queue. Alors pour arrêter une bonne fois pour toutes de stresser dès qu'il est question d'écologie et pour enfin savoir comment faire pour que nos entreprises aient un impact sur notre futur et celui de nos enfants, j'ai demandé à un spécialiste du sujet de venir nous expliquer comment intégrer une dimension éco-responsable dans notre entreprise sans tomber dans les travers du greenwashing. Cet expert, c'est Julien Reynaud de Tridom. Tridom, c'est une société certifiée B Corp. Alors si vous ne connaissez pas B Corp, c'est un label qui regroupe des entreprises aux performances environnementales et sociales élevées. Et la raison d'être de Tridom, c'est de replanter la planète et de soutenir des milliers de paysans à travers le monde. Si on ne sait pas comment avoir un impact positif sur notre environnement, Tridom nous donne un début de solution. Bref, Julien en connaît un rayon sur la communication éco-responsable et je lui ai demandé de venir nous expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'il faut éviter de faire et comment faire, tout ça en évitant le greenwashing. Je vous propose d'accueillir tout de suite Julien Reynaud. Bonjour Julien et bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci beaucoup pour ton invitation. Donc oui, je m'appelle Julien Reynaud, j'ai 15 ans d'expérience dans l'univers de la communication digitale et des médias. J'ai notamment contribué au développement de Vice Media en France. Et puis oui, en effet, plus récemment, la paternité m'a fait changer de perspective. Donc du coup, j'ai voulu passer du discours à l'action écologique. Donc ça s'est passé à mon sens classiquement, à savoir que je suis passé de la sensibilité au like Facebook, au partage Facebook, à un engagement associatif, puis derrière à la professionnalisation. Donc aujourd'hui, je suis en charge du développement de Tridom en France. Et concrètement, pour te décrire ce qu'on fait, en fait, on plante des arbres en créant des systèmes agro-forestiers. Ça veut dire qu'on va créer des écosystèmes où la forêt, où la culture et où l'élevage vont vivre en symbiose. Ils vont être productifs pour l'homme, mais ils vont quand même rendre des services qu'on appelle des services écosystémiques, à savoir régénérer la biodiversité environnante, enrichir les sols et absorber le carbone. Ce qui n'est pas forcément le cas de la monoculture industrielle. Donc aujourd'hui, on a planté 3 millions d'arbres et on est en partenariat avec 8000 entreprises partenaires qui viennent nous voir pour premièrement, améliorer leur bilan RSE, que ça soit carbone, que ça soit biodiversité, que ça soit social. Deuxièmement, créer un lien qui est complètement inédit parce que elles offrent en fait la possibilité via Tridom à leurs clients, à leurs collaborateurs, à leurs parties prenantes de planter elles-mêmes leurs arbres en ligne, parce que chaque arbre Tridom et lorsqu'il est planté, il va être géolocalisé, il va être pris en photo, il va être visible sur sa page web.
Et puis, troisièmement, c'est aussi créer un engagement communautaire durable. C'est-à-dire que on va créer une communauté autour de valeurs, autour d'impacts communs, puisqu'on va éditer, si tu veux, la page de nos entreprises partenaires, la page de leur forêt, et chaque page de chaque arbre qui va notifier mensuellement son bénéficiaire par mail pour l'informer de la croissance du projet, où son arbre a été planté, la biodiversité qui en vit, les communautés qui en vivent. Et enfin, notre quatrième point, ça va être de fournir tous les contenus, vidéos, photos, textes, posts sociaux pour communiquer leur contribution sociétale à une plus large audience. Donc en fait, on va leur permettre de prolonger leur révolution verte en expérience digitale, puis en influence culturelle, ce qui correspond pas mal au thème de ton émission. Écoute, génial. Ouais, parce que effectivement, là, l'idée, c'est d'aider avec Tridom, c'est d'aider les entreprises à avoir un impact environnemental positif. Et comme tu le disais, ça peut après être super intéressant, d'abord d'un point de vue éthique, hein, évidemment, mais c'est aussi intéressant vis-à-vis de sa communication en interne, vis-à-vis de sa communication externe, vis-à-vis d'énormément de choses autour de l'écosystème de l'entreprise. En tout cas, c'est faire rentrer l'éco-responsabilité dans l'entreprise. C'est super intéressant, c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui et puis qu'on puisse discuter de ça, parce que je trouve que d'abord c'est un thème bien évidemment et malheureusement très actuel, hein, au moment où on enregistre cet épisode, le rapport du GIEC est sorti il y a à peine quelques semaines et voilà, on sait que les choses vont pas, vont pas extrêmement bien, en tout cas dans le bon sens. Donc je trouvais ça intéressant qu'on puisse parler d'éco-responsabilité et du lien, puisqu'on est sur le podcast du marketing, du lien entre l'éco-responsabilité et la communication qu'on va pouvoir avoir en entreprise. Je pense que, en tout cas moi, je vais parler pour moi. On est certainement, vous êtes certainement nombreux et nombreuses comme moi à vous dire bon ben moi j'ai une certaine sensibilité sur l'écologie, sur l'environnement, comme toi. Alors toi t'es papa, moi je suis maman, et évidemment quand on a des enfants, ben on pense à l'avenir de nos gamins et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? On a tendance, alors et là je parle pour moi, ce que je te disais en off tout à l'heure, moi j'ai tendance à me dire: «Bah oui, oui, non, j'aimerais bien que évidemment faire quelque chose pour la planète», sauf que la réalité c'est que je fais pas grand-chose. Si je suis complètement honnête avec moi-même, il se passe pas des masses de trucs, et surtout, si je regarde le côté entrepreneurial, le côté de mon entreprise, de mon activité professionnelle, là je me rends compte qu'il y a zéro, il y a rien, et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que, ça me ferait un petit peu peur. Ça me ferait un petit peu peur de me lancer dans la communication, heu, green, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas de parler d'éco-responsabilité au sein de mon activité, parce que j'aurais peur d'être taxée de greenwashing et qu'en fait ça soit, déceptif, quand bien même, derrière il y ait vraiment une vraie motivation éthique, voilà, tout à fait, «honorable» entre guillemets. C'est vrai que j'aurais peur de ça parce que c'est ce qu'on voit beaucoup dans les médias. Il y a eu une affaire avec Total récemment, mais il y en a vraiment régulièrement, des entreprises qui communiquent autour de l'éco-responsabilité et en fait, au lieu d'avoir un impact positif quel qu'il soit, bah, c'est plutôt un impact négatif parce que, bah, on se dit: «Non mais attends, ils surfent sur la vague». Du coup, je voulais un petit peu qu'on en parle parce que je pense que d'abord, c'est intéressant de se dire, d'une part, de prendre conscience que on peut faire des choses aussi avec son entreprise. C'est pas qu'une histoire personnelle, l'écologie, c'est aussi une histoire, sociétale, et que les entreprises ont certainement un rôle à jouer. C'était le premier point que j'avais, et le deuxième point, c'est surtout ça, comment est-ce qu'on peut faire pour communiquer correctement, quand on a envie de communiquer, green dans son entreprise? Si tu veux bien, moi, il y a un premier mot ou une première expression. Tu sais, sur le podcast du marketing, j'aime bien expliquer les mots un petit peu tendance comme ça qu'on utilise, qui sont pas toujours finalement si clairs pour tout le monde. Et là, le mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est greenwashing. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, ce que c'est réellement que le greenwashing? Ouais, en effet, le greenwashing, c'est un buzzword qui est employé à tort et à travers. Donc en fait, la définition que je pourrais t'en donner, et qui est donnée par l'ARPP, donc l'Agence de régulation des professionnels de la publicité, c'est l'utilisation abusive de l'argument écologique dans la communication d'une organisation. Et en fait, pour savoir en quoi c'est abusif, moi j'ai aussi envie de te donner les enjeux de la communication durable. Qu'est-ce que c'est la communication durable? Est-ce que c'est dire qu'on est vert?
Est-ce que c'est parler de ce qu'on fait? En fait, grosso modo, le contexte, c'est que oui, les activités humaines, aujourd'hui, elles impactent significativement notre écosystème planétaire. Donc le but de la communication, il peut se limiter à tes produits, à tes services, mais il est quand même intéressant qu'il ait une approche plus holistique. C'est-à-dire qu'il concerne en fait ta communication, ta publicité, ton marketing, tes relations publiques, qui puissent concerner toutes les parties prenantes, sociales et écologiques de ton entreprise. Donc ça veut dire que oui, tu peux parler de tes employés, de tes actionnaires, de tes clients, certes, mais lorsque tu vas dans le champ de la communication durable, tu vas élargir en fait la responsabilité de ton entreprise et son impact et son récit au climat, à la biodiversité, à la société de manière plus large, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui pourront potentiellement être impactées positivement ou négativement par ton activité. Ça, c'est la communication durable. Et ces objectifs, ça va être de redonner confiance aussi à tes publics. On était sur 54% du public qui fait confiance à ce que leur disent les entreprises en 2004. En 2019, c'est 29%. Il y a un problème. C'est pour aussi redonner confiance au faire ensemble. C'est-à-dire que quand on est sur une transformation durable, on ne la fait pas tout seul. C'est par définition écosystémique. Tu as des fournisseurs, tu as des consommateurs, tu as un voisinage qui peut être impacté par ton activité. Donc on va être plus dans l'holistique, l'intelligence collective, le collaboratif. En fait, Le troisième vas-y. objectif, mais vas-y, hein, je te laisse Ouais, le non, non, dire. pardon, je réagis juste, ça me en fait, je crois comprendre ce que tu es en train de dire, ou en tout cas, moi, ça fait tic dans mon esprit. Ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il faut comprendre que l'entreprise, finalement, elle a, une son rôle à jouer au sein de la société. La société au sens sociétal, hein, au sens large. C'est pas juste un rôle, notre entreprise de vente ou de faire des bénéfices ou de quoi que ce soit, hein, et bien sûr, on a le droit de faire des bénéfices, c'est pas la question, mais on a un rôle à jouer dans la société. L'entreprise a un rôle en soi à jouer dans la société, parce que ce que tu dis, c'est que le changement, il ne peut pas être individuel, il ne peut être que via le groupe. Et le groupe, eh ben, c'est les individus qui se mettent ensemble, mais c'est aussi les entreprises dans leurs actions globales qu'elles vont faire voilà, tous les jours. C'est ça que tu veux dire? Ouais, tout à fait. Et puis les entreprises ne devraient pas être responsables que pour leur profit. Bien entendu, elles ont le droit de le faire. Bien entendu, elles ont une valeur ajoutée et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, elles ont des impacts sociaux et écologiques. Et qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut communiquer. Il faut être dans la transparence. Donc en gros, ça permet aussi de communiquer là-dessus, d'apporter une vision, de parler du futur, de se projeter sur le long terme, sur ses innovations, sur sa trajectoire. Forcément, en termes d'image, à partir du moment où on est transparent et à partir du moment où on est honnête, forcément, c'est profitable. Ça permet aussi de remettre ses valeurs au cœur de sa communication, d'être moins transactionnel, moins peut-être, en tout cas pas particulièrement émotionnel, mais juste proportionnel. Proportionnel par rapport à un futur proche. Et bon, on sait bien que on a tous besoin de se projeter. Et puis après, tu as des best case assez hallucinants dans la communication durable. Moi, je cite toujours Patagonia. C'est pas le seul exemple, mais c'est celui qui me vient en tête. C'est qu'une marque peut aussi changer les comportements. Nous, chez Tridom, on le fait par rapport au comportement en interne, par exemple avec les collaborateurs. On peut aussi le faire par rapport aux clients. C'est montrer un impact commun et embarquer les collaborateurs, voire même les clients, dans cette transformation. On se transforme parce qu'on a des matières premières sur lesquelles on va faire moins de pression, parce qu'on est plus frugaux. Eh bien, ça permet aussi, cette communication-là, d'embarquer les gens dans cette transformation, qu'elles puissent se développer, se scaler, comme on dit, en fait, prendre à l'échelle et en fait coûter moins cher à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle du consommateur. C'est ça l'enjeu aussi de la transformation durable, c'est qu'il y ait une plus grande adoption par un large public pour que ça coûte moins cher. Parce que la transformation durable, faut pas se voiler la face. Ça a un prix, mais au plus c'est adopté, au moins ce sera cher. C'est aussi Exactement. ça les enjeux de la communication durable. Et les exemples donc que je te donne sur le greenwashing, c'est grosso modo utiliser un argument vert à des fins commerciales
alors qu'en fait on le fait pas de manière honnête. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un exemple de vocabulaire disproportionné. Le plus classique, c'est la voiture verte. Je suis désolé, hein, mais jusqu'à preuve du contraire, vert, c'est pas un terme scientifique, c'est pas mesurable, et en fait, à part la peinture, je vois pas ce que ça veut dire. Donc, en gros, ce qui serait préférable, c'est de savoir si on est plus écologique, plus frugal en énergie, si on a adopté des process qui sont circulaires, si on est décarboné. Parler en chiffres. L'avion vert, la voiture verte, en 2022, je suis désolé, mais ils n'existent pas. Donc, c'est pas une manière très propre et très claire de parler. Quand on parle de 100% iconique, 50% recyclé, sans donner d'informations, qui soient mesurables, mesurés, chiffrés par des tiers de confiance. On est plus dans l'incantatoire que dans le concret. Et la perle, ce serait aussi d'utiliser des éléments visuels ou sonores qui donnent une impression de naturalité. Il y a un exemple type, c'était une publicité pour une voiture qui est sur la bonne voie parce qu'elle a moins de particules fines et donc elle a moins d'impact sur son voisinage et notamment sur la respiration de tout un chacun. Mais c'est pas la peine de faire un visuel avec une petite fleur qui sort du pot d'échappement, quoi. Oui, d'accord, je vois, Ça, ce dont je te effectivement. parle, ça existe. Ouais, ouais, Et ouais. le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on a des recommandations qui sont non contraignantes de la RPP. On Attends, a c'est des guides qui sont... intéressant. Pardon, je te Ouais. coupe. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de règles. Les entreprises peuvent dire ce qu'elles veulent, elles peuvent dire je suis green, je suis vert, je suis écologique, même si c'est pas vrai. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de régulation là-dessus. Ça commence. Ça commence, et notamment avec l'exemple Total dont tu parlais. On est dans un contexte de transition aussi légale, dans le sens où le statut, c'est l'autorégulation jusqu'à présent. Maintenant, tu sais, il y a la loi climat et ces différents décrets d'application. Il y a un décret d'application qui va venir, si je ne m'abuse, en avril et qui sera le décret anti-greenwashing. Donc là, je vais atteindre mon seuil d'incompétence et je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va se passer, mais grosso modo, on peut résumer que la situation dans 1 ou 2 mois, ça va être qu'il va y avoir un cadre légal et que ce cadre légal, il va renforcer le contrôle et les moyens de sanction du greenwashing. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense pour tout le monde, pour la planète probablement, et puis même pour les entrepreneurs. Je trouve moi je c'est pas nécessairement que je sois toujours pour les règles, les lois, les machins, mais je trouve que dans la communication, c'est intéressant d'avoir justement des garde-fous, parce que ça nous aide nous aussi, à faire les choses correctement. Parfois, on peut être de bonne volonté puis se planter. Tu vois, moi, c'est ce que je te disais en intro, c'est ce qui me ferait peur. Même si je suis de bonne volonté, peut-être que je vais aller un petit peu trop loin sans m'en rendre compte vraiment. S'il n'y a pas de régulation, c'est difficile quand tu t'y connais pas vraiment de savoir jusqu'où tu peux aller. S'il y a une régulation, ça te donne au moins un cadre qui va pouvoir aussi t'aider à comprendre ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, ce qui est souhaitable de faire ou pas souhaitable peut-être. Donc on peut se dire que c'est a priori plutôt une bonne chose que cette régulation arrive, non? C'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle sur culturellement, c'est-à-dire on va avoir moins de bullshit. J'aime bien ce mot. Hein. Chez Vice, on l'utilisait souvent, le bullshit detector. On s'adresse à des communautés, on s'adresse à des publics qui ont un bullshit detector assez développé puisqu'elles sont connectées depuis qu'elles sont nées, quoi, grosso Mhm. modo. Donc à un moment donné, moi, ce qui me gêne, parce que je suis dans l'impact, comme tu le sais, je suis dans l'éco-responsabilité. Ce qui me gêne maintenant, c'est qu'il y ait certaines entreprises qui contribuent et qu'on va taxer de greenwashing par Ouais, principe, quoi. On va bah dire oui. green égale greenwashing. Non, c'est pas ça. Éco-responsabilité n'égale pas greenwashing. À partir du moment, encore une fois, où on est dans le proportionnel. Et pour être dans le proportionnel, il faut savoir ce qu'on fait, où on veut aller, ce qu'on va faire, communiquer d'une manière honnête, quoi. Alors génial, c'est exactement là que je voulais qu'on en vienne parce que, on va considérer les gens qui écoutent le podcast du marketing en général, c'est plutôt des gens très, très bienveillants. Donc on va partir du principe qu'on est tous, de bonne volonté, qu'on a envie de faire les choses, bien évidemment, mais qu'on se dit, tu le disais à l'instant, parfois, peut-être que communiquer sur le green, on a un petit peu peur de le faire parce que on a peur d'être taxé de greenwashing alors que c'est pas l'objectif initial. Comment est-ce qu'on fait, Julien, si là, je suis dans mon entreprise, j'ai envie de me mettre à communiquer sur l'éco-responsabilité, à travailler peut-être aussi mon éco-responsabilité. Comment est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Alors déjà, tu as
Très bon terme, parce qu'avant de communiquer, il faut faire, justement, dans la communication durable. C'est la base. Donc, on va premièrement se poser la question de son contexte macroéconomique. Il faut être lucide, en fait. Si tu veux un mot-clé, c'est la lucidité. Sur son contexte macro, sur son propre bilan, sur sa vision et sur ses actions. Sur le contexte macro, j'ai envie de te dire que voilà, on est dans un monde qui va être volatile, incertain, complexe. On a des crises écologiques, politiques, démocratiques. Il y a quelques certitudes que je peux donner et que je suis allé voilà rechercher. Hein, c'est pas moi qui les ai inventées, mais grosso modo, Estelle, quoi qu'il arrive, de 2022 à 2050, on va avoir de plus grandes contraintes écologiques. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que notre but, c'est d'être neutre en carbone en 2050, ce qui veut dire qu'on va pas l'être avant 2050. Ce qui veut dire que les émissions de gaz à effet de serre vont encore s'accumuler dans notre atmosphère, les températures vont continuer à monter. Donc les contraintes écologiques, c'est quelque chose qui va pas s'arrêter en 2025 du tout. Ensuite, la deuxième certitude, c'est qu'en conséquence, on va avoir de plus en plus de contraintes économiques. Il va y avoir plus de fiscalité carbone, plus de coûts des matières premières, des sources énergétiques plus chères et des assurances structurelles, transitionnelles, physiques plus chères. Troisième certitude, c'est que la génération Y et Z, donc les millennials, ceux qui sont nés dans les années 80 et plus tard, ils ont un spectre, ils ont une conscience de la biosphère qui est nettement plus développée que nous, parce qu'ils sont, comme on dit, globally minded, c'est-à-dire qu'ils vivent en tant qu'espèce. Ils sont sur cette planète, ils sont pas non seulement, ils sont pas, si tu veux, limités par leur nationalité, etc. C'est une génération qui est complètement digitale. Et donc cette sensibilité-là, ils l'ont. Ils savent que avoir un modèle économique durable pour 2050 et si possible avant, c'est juste le facteur number one de leur progrès économique et social. Et cette génération, il se trouve qu'elle va être majoritaire dans notre pouvoir d'achat, majoritaire sur notre force de travail bah, d'ici 3-4 ans max, quoi. Donc à un Ouais, moment on donné, y quand est. tu es un marketeur, tu te poses la question, comment je peux parler? Même si tu t'en fous des contraintes écologiques, même si tu t'en fous des contraintes économiques, à un moment donné, il faut parler à cette génération-là. Donc, faut leur montrer comment ton entreprise compte peut déjà avoir une contribution positive et veut avoir cette contribution positive. Donc, pour résumer, en gros, la quatrième certitude, ce serait que adopter dans ton entreprise un modèle qui soit plus frugal, qui soit plus circulaire, qui soit moins carboné, ben en fait, c'est un grand moyen pour toi de résilience, à la fois financière sur le coût des matières premières, des énergies, etc., mais à la fois, on va dire, commercial et transactionnel au niveau des générations à qui tu vas parler, parce que les millennials, c'est pas des jeunes, c'est juste les investisseurs, les travailleurs, les patrons, c'est tout le monde en fait, c'est les interlocuteurs maintenant. C'est super intéressant en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que l'écologie, ça n'est plus, une histoire de bons sentiments, c'est aussi une histoire économique maintenant. Ce que tu dis, c'est que bien sûr et c'est une très bonne chose, si on a de plus en plus de gens qui ont une éthique tournée, vers l'écologie, l'éco-responsabilité. Mais là, ce que tu dis, c'est que quoi qu'il arrive, tu disais même si on s'en fout, de toute façon, le n notre façon de vivre, nos clients, les clients de nos entreprises, tout va vers ce besoin d'éco-responsabilité, et même notre modèle économique parce que voilà, tu le disais, tout va coûter de plus en plus cher, donc il faut qu'on apprenne à réduire ces coûts, à réduire cet impact de façon à pouvoir continuer à faire tourner nos boîtes finalement, c'est ça? Ouais, complètement. Et puis là, il y a des crises que je vais pas développer parce que c'est absolument pas ma compétence, mais on voit bien la crise qu'on vit, notamment au niveau de la fourniture en gaz. Là, on finance même plus le changement climatique, on finance une guerre aussi. Donc tu vois, ça fait sens. Enfin, il n'a jamais eu un meilleur moment pour faire sa transition énergétique. Là, même si tu t'en fous en termes d'écologie, il y a un moment donné, ça fait sens, en effet. Ouais, ça devient un besoin. OK. Alors comment est-ce qu'on fait du coup? On se dit: «D'accord, OK, bah, je veux y aller, je veux, lancer cette transition énergétique». C'est quoi le premier truc à faire? Bah, justement, après, il faut pas complètement s'en foutre quand même, parce que si tu t'en fous et que tu communiques dessus, tu communiqueras mal. Ça va pas Donc, marcher, on est d'accord. voilà, exactement. Donc la première chose à faire, c'est faire son propre bilan. De quoi on parle en fait? Où j'en suis? Et là, tu vas faire le bilan de la chaîne de vie de ton produit. Donc globalement, ça se doit d'être un maximum exhaustif. Parce que justement, si tu n'es pas exhaustif dans cette étape,
Ensuite, tu seras imprécis dans ta communication. Et en étant imprécis dans ta communication, parce que tu es de bonne volonté, tu feras quand même du greenwashing de manière involontaire. Mais tu feras du greenwashing. Donc du coup, analyse de la chaîne de vie de ton produit, c'est d'abord analyser le scope 1. Il y en a 3 des scopes. Le premier scope, c'est à l'échelle de tes fournisseurs. Le scope 2, ça va être à l'échelle de ta propre production. Et le scope 3, ça va être à l'échelle finalement de la consommation de ton produit. Le scope 1, ça va être les conditions sociales et écologiques d'exploitation, par exemple, de tes matières premières, de tes ressources foncières, de tes ressources énergétiques, etc., etc. Est-ce que ça a un impact en termes de déforestation? Est-ce que ça a un impact sur la surexploitation des ressources marines, etc., etc. Tu as différents indicateurs qui vont te permettre de savoir à quel point tu as un impact sur la souffrance animale, l'occupation, la pollution des sols, le gaspillage en eau. Ça, c'est le scope 1, à l'échelle de tes fournisseurs. Le scope 2, ça va être à l'échelle de ta propre production. Qu'est-ce qui se passe dans ton centre de production? Donc, par exemple, chez Tridom, on fait un effort sur les choix du mobilier, par exemple. Tu vois, ça paraît bête, mais en fait, on est vraiment dans le colibri, c'est-à-dire que chaque petite contribution additionnée donneront un énorme résultat. Et si tout le monde s'y met un peu, ça fait quand même 8 milliards de personnes qui s'y mettent. Donc tu Ouais, t'imagines c'est que ça ça. peut avoir des résultats assez rapides. Donc c'est pour ça que chaque détail compte. Le choix du mobilier, si possible réutilisé, si possible en matière recyclée, fournisseur d'électricité renouvelable ou décarboné, les fruits, les repas locaux, l'impression de tes communications en papier en matière recyclée, le classique de l'impression tu sais en recto verso, ben Oui. c'est Non, très bien. mais c'est la moitié de papier en moins, c'est quand même pas c'est pas rien. Exactement. Là, t'es frugal justement. Tu consommes moins. Ce qui Euh, veut dire, pardon, je te coupe, mais ce qui veut dire que, au début, tu disais, voilà, quand on va réfléchir à notre propre production et cetera, on va regarder notre outil de production, ça ne vaut pas que pour des grandes entreprises ou pour des entreprises qui produisent au sens, physique, qui ont des usines. Ça vaut aussi si je suis, tu vois, moi, je suis indépendante. En fait, moi, je peux le faire, tout autant à mon échelle. C'est une question vraiment d'échelle. Bah, par exemple, je veux changer mon mobilier, de bureau, je peux prendre, je peux voilà réutiliser un bureau que j'ai trouvé je sais pas où, chez un copain qui l'utilise plus. C'est vraiment des actions comme ça ultra concrètes qui semblent peut-être toutes petites, mais qui, comme tu le disais, on est 8 milliards qui se mettent bout à bout. D'un coup, ça fait un changement et on peut finalement, à son échelle, quelle qu'elle soit, avoir un impact dans sa propre entreprise. Ouais, carrément. En fait, c'est générateur d'espoir aussi de voir que des petits gestes peuvent avoir un gros impact, hein. Moi, je t'ai dit, mon développement dans l'impact et dans l'éco-responsabilité, il est passé par premièrement Facebook et puis ensuite l'associatif. Et dès que je suis allé dans l'associatif, je me suis rendu compte que des petits gestes peuvent avoir un grand impact. Moi, je suis dans une association qui travaille sur la préservation des écosystèmes côtiers. Et ben voilà, les écosystèmes marins sont des écosystèmes qui peuvent se régénérer assez vite, en fait, grosso modo. Quand tu les laisses tranquilles, au bout de 10-15 ans, ce qui est rien à l'échelle planétaire, Ouais. même si nous, on est une génération micro-ondes, iPhone, etc., et on veut que tout aille vite, en grosso modo, les écosystèmes marins, ils peuvent se régénérer en 10-15 ans. Et donc, ça fait plaisir. Maintenant, il faut pas oublier, justement, comme tu le disais, que tous les petits gestes ont leur rôle. Éteindre le chauffage le week-end, oui, oui, bah, c'est utile, en fait. Et Ouais, c'est ouais, ouais. juste, ça tombe sous le sens, quoi. Ça tombe tout le Euh, sens une fois que tu y penses, en fait. Je pense que et je trouve que c'était pour ça aussi que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Ça il y a plein de choses comme ça qui tombent sous le sens une fois que tu en prends conscience. oui, tout à fait. D'ailleurs, la prise de conscience, elle naît, je pense, aussi. Euh, En fait, non, c'est pas la prise de conscience qui naît de l'espoir, mais c'est l'action, elle. Euh, Ce qui te drive vers l'action, c'est l'espoir. C'est pas forcément le désespoir. L'action constructive et l'impact derrière. Donc aussi, il y a en entreprise des entreprises qui sont malines et qui vont pas être dans l'écologie de la sanction et de la culpabilisation, parce que là, les gens vont avoir une sorte de désespoir. Ça va être du nudge, quoi, des choses qui sont ludiques.
grosso modo le cendrier de l'entreprise où tu mets la cigarette à gauche ou à droite parce que tu préfères tel cartoon à un autre ou quelque chose comme ça. L'interactivité, provoquer les comportements plus écologiques à des endroits stratégiques avec du nudge près de la poubelle, près de la clim, près du chauffage, près des lumières, près du coin cigarette, ça marche. Permettre le télétravail, bon, ça a été accéléré par le Covid, mais les gens ont été forcés avec le Covid et se sont rendus compte que ça avait du sens écologique. Et que c'était Et donc on faisable. continue. Ouais, ouais, Exactement, super. ouais. Donc tu nous disais, pour faire le bilan, faut regarder ses fournisseurs, faut regarder ce qu'on fait nous, et puis faut regarder l'utilisation qui va être faite, de nos produits, donc en fait, finalement, chez nos consommateurs, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, le classique, ça va être la bouteille en plastique. C'est-à-dire que la bouteille en plastique, elle va avoir un bilan avant sa production, pendant sa production. Elle va surtout avoir un bilan, encore une fois, dans les écosystèmes côtiers. C'est-à-dire que la bouteille en plastique, ça paraît pas méchant comme ça, mais et étant donné qu'une fois qu'elle est consommée, on a beau te dire que le plastique est recyclable, etc., etc., la vérité, c'est qu'il y a 20% du plastique qui est recyclé parce que la filière n'est pas correctement mise en place et parce que, grosso modo, tu as 80% des plastiques qui sont pas recyclables Ouais, ou c'est alors ça. qui sont recyclables 1 à 2 fois. Et donc le meilleur des scénarios, c'est qu'ils vont être recyclés 2 fois, puis après, de toute façon, on pourra plus rien en faire. Donc on va juste les incinérer, ça accélère le changement climatique, ou alors les lâcher dans la nature. Donc bon, je vais pas faire tout un discours sur le plastique, mais il faut trouver des alternatives. Sur le scope 3, à l'échelle de la consommation, dans le digital aussi, une fois qu'on propose du divertissement digital, il y a toute l'utilisation de la bande passante qui, en fait, si tu veux, Estelle, représente la majeure partie de l'impact du digital parce que la bande passante nécessite des data centers qui ont des microprocesseurs qui doivent être refroidis. Et selon que tu les refroidis avec des énergies fossiles ou avec quelque chose de plus durable, ça va baisser drastiquement ton empreinte digitale en tant qu'entreprise, tu vois. Donc, dans tes choix de data center, il y a des data Ah, centers qui c'est vont super intéressant. Moi, je t'avoue que j'avais conscience, et depuis peu finalement, que effectivement l'utilisation digitale a un sérieux impact, sur la planète, sur l'écologie. Mais j'avais pas conscience qu'il y avait une alternative et que justement tous les data centers ne se valaient pas en termes d'éco-responsabilité. Ouais, il y a des data centers Interxion, ça s'appelle, qui sont notamment basés à Marseille, qui utilisent l'eau de mer pour refroidir leur microprocesseur. Ils utilisent donc moins d'énergie et comme par hasard, c'est la nature qui les aide à faire ça, quoi, en fait. Mmh. Donc, il faut toute une ingénierie autour de la nature et de ses services pour les utiliser d'une manière qui soit durable. Ici, tu utilises moins d'énergie fossile et en plus, leur surplus, en fait, de chaleur, ils l'utilisent pour chauffer le quartier. Parfait, Donc, parfait. tu vois, c'est vraiment les partenariats, la vision holistique, écosystémique, l'économie de fonctionnalité qui fait que, en fait, il y a peut-être que toi, tes déchets, en papier, en encre, vont servir d'autres industries. C'est ça aussi la circularité. Super. Donc c'est vraiment faire le bilan de façon, globale de tout le cycle de vie de ton activité pour voir quels sont, en fait, pour prendre conscience de quels sont tes impacts et peut-être évidemment de voir où est-ce que tu vas pouvoir, avoir un impact, changer des choses, prendre des décisions. OK, Tout à très fait. ouais, Ouais, et sans tout révolutionner, les 4 mots, ça va être de réduire, de réutiliser. Si tu peux pas réduire, si tu peux pas réutiliser, tu recycles. Et si tu peux rien faire de tout ça, tu peux aussi donner. C'est pas interdit. et ouais, c'est pas interdit, on est d'accord. OK, donc quand on a fait notre bilan, c'est quoi l'étape d'après? Bah, l'étape d'après, c'est d'avoir une vision. C'est de répondre à la question où est-ce qu'on aimerait aller, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et donc, on devrait en fait réfléchir à ça par secteur. C'est pas la peine de prétendre de vouloir sauver le monde en fait. C'est là encore une fois où on se rapproche du greenwashing. Il faut rester dans une démarche qui soit humble. Et donc, les actions que tu dois mener, elles doivent être évaluées sectoriellement. Donc tu peux évaluer ça par rapport à ton positionnement et par rapport à ta raison sociale, par rapport à ta raison d'être si tu en as une, par rapport à ta mission. Il y a aussi les objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17 qui ont vraiment
c'est un miracle, c'est hyper consensuel, c'est-à-dire que ça a été repris dans 190 pays, les entreprises les reprennent à leur compte. Vraiment, ce sont des indicateurs, des objectifs qui sont hyper repris. Tu peux choisir l'objectif de développement durable de l'ONU ou un ou deux ou trois qui se rapprochent le plus de ton activité. Faut pas chercher midi à 14 heures. Par exemple, pendant le Covid, la Maïf, qui est une entreprise à mission, elle a remboursé 100 millions d'euros à ses sociétaires en ajustant les primes d'assurance des accidents de la route, qui étaient pour le coup en baisse, puisque Mais plus ouais, personne ne prenait la voiture. Ils avaient le choix de pas le faire, ils l'ont fait, quoi. Et d'accord. je suis persuadé que ça a du sens, ne serait-ce même en termes commercial, Bien de sûr. rétention de leurs clients. Ils étaient légitimes à le faire. Ils sont pas allés chercher midi à 14 heures, encore une fois. Ça faisait partie de leur business, et ils l'ont fait. Une fois que tu as défini ce que tu voulais faire, il faut avoir une perspective de trajectoire. Sinon, tu es, encore une fois, dans l'incantatoire. Je Mhm. veux faire ça, très bien. Et point. Bon, alors tu l'as dit, mais à quel rythme tu comptes le faire, c'est aussi important de l'indiquer. Donc les grands groupes type LVMH, forcément, ils peuvent parler de 2030, ils peuvent parler de 2050. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est réaliste. Les indépendants, forcément, ça va être plus à une échelle, on va dire, de année plus 3, année plus 1. C'est plus raisonnable de réfléchir comme ça, je pense. Et puis après, on passe à justement qu'est-ce qu'on va faire. Et dans ce qu'est-ce qu'on va faire, il faut des points intermédiaires. Communiquer sur des points intermédiaires. Où on en est. Les points intermédiaires doivent être annuels ou triannuels. Annuels pour les plus petits groupes ou indépendants et triannuels pour les plus grands groupes. C'est nécessaire, Estelle, dans le sens où, par exemple, on doit être neutre en carbone en 2050, mais ça veut pas dire grand-chose pour grand monde en fait. Ouais. Il faut se placer à une autre échelle. C'est comme si on se disait ah on doit perdre 25 kilos, on doit faire un régime alimentaire, on doit perdre 25 kilos en 2050. Je peux te garantir, en tout cas, moi personnellement, je vais me réveiller en 2040, je vais devoir perdre 25 kilos en un an. Je vais être désespéré parce que ça devrait aller trop vite. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des points intermédiaires. Faut avoir un plan, quoi. Et Faut savoir où en fait, c'est un objectif tout comme, les autres objectifs qu'on se donne dans son entreprise. Si on se dit: «Bah, je veux faire x2 sur mon chiffre d'affaires l'an prochain», si on a que cet objectif-là sans qu'il y ait, d'échelonnage et de choses derrière qu'on va mettre en place, comme tu le dis, on va se réveiller, le 20 décembre et puis on va se dire: «Ah mince, j'ai pas du tout fait x2, il me reste 10 jours pour faire mon objectif». C'est un objectif de l'entreprise comme tous les autres objectifs finalement et donc il faut planifier les choses. Et oui, et en plus, j'ajouterais que, comme dans tout objectif, si on a des petits points intermédiaires où on peut se dire: «Ah, on avance», ça fait un reward et en interne, tu embarques plus les gens avec Bien ça. sûr. Plutôt que de dire: «Oh là, on est en retard sur l'objectif 2050», ce qui est complètement désespérant. Il faut avoir des points intermédiaires. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, que ça soit en tant qu'indépendant ou en tant que professionnel ou en tant qu'individu, dit plus simplement, la neutralité carbone en 2050, à ton échelle, à mon échelle, c'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 5% toutes les années, D'accord. chaque année, sans discontinuer. Si tu fais ça chaque année, il y a de grandes chances que tu sois neutre en carbone en 2050. OK. Ouais, c'est plus clair parce qu'effectivement, je suis d'accord, moi, ça me parle pas du tout, cette histoire de carbone zéro. Enfin, ça me parle pas. Effectivement, si on est plus sur diminuer de 5 ce qu'on fait déjà, au moins je vois les choses. Après je te cache pas que moi, j'aurais envie même d'aller encore plus dans le détail et je pense que c'est ce que tu veux dire aussi, c'est il faut être super concret, sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on va faire et c'est peut-être ton quatrième point, les actions à mettre en place. À un moment donné, il faut rentrer dans le détail et dire concrètement ce qu'on va faire, non, c'est ça? Ouais, complètement, hein. C'est donc les principes de la communication. Qu'est-ce qu'on va communiquer. Donc pour rappel, les objectifs de cette communication, ça va être de redonner confiance, de mettre ses valeurs au cœur de sa communication, d'apporter une vision et voire de changer les comportements. Donc le maître mot, ça va pas être forcément transactionnel, ça va pas être forcément émotionnel, même si on va pas s'en priver. Mais le maître mot, c'est proportionnel, vraiment proportionnel, être honnête, être transparent. Ça ne sert à rien de crier sur tous les toits qu'on est en mode zéro émission à tout bout de champ lorsque c'est un raccourci.
Ça va éveiller la suspicion. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la voiture zéro émission. C'est juste pas possible, la voiture zéro émission. Une fois que tu as une voiture qui sort de l'usine, elle a émis des émissions. La voiture électrique, elle émet dans sa conception plus d'émissions de gaz à effet de serre que la voiture thermique. On a établi une moyenne, c'est que la voiture électrique doit rouler 70 000 km pour devenir plus éco-responsable que la voiture thermique. C'est le futur, il n'y a pas de problème. Le prix des batteries, le poids écologique des batteries de la voiture électrique baisse à vitesse grand V parce qu'on y a alloué des investissements et l'innovation va très très vite. Donc il n'y a pas de problème. Le problème aussi, c'est quand même de mal communiquer. Donc la voiture zéro émission, ça n'existe pas. Faire des trajets zéro émission, ça existe. Mais construire une voiture sans émettre d'émissions, ça n'existe pas. Donc toujours donner des mesures, des données qui soient mesurables. Là, par exemple, la voiture verte, la voiture zéro émission, c'est des gens qui oublient à escient de parler de leur scope 1. Le Ouais, c'est scope ça. tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que une communication durable réussie, c'est une communication qui est transparente et qui est complète. C'est Euh, ce que tu disais, mais je trouve ça super intéressant cette histoire de bilan, hein, dont tu parlais. C'est qu'effectivement, si tu prends qu'un bout de l'histoire, tu vas pouvoir te faire plaisir et dire: «Regarde, j'ai une voiture zéro émission», par exemple, mais ça veut juste dire que tu as oublié, potentiellement les 2 tiers de l'histoire, c'est-à-dire, ce qui se passe, avant, ce qui se passe pendant ou ce qui se passe après, peu importe, où on se positionne. Mais ce que tu dis, c'est: «On ne peut pas prendre qu'un bout de l'histoire, faut prendre l'histoire dans sa globalité». C'est pour ça que cette étape de bilan est super importante. Et le fait d'être honnête et d'être vraiment dans une démarche d'honnêteté et de dire les choses telles qu'elles sont et notamment de les chiffrer, parce que comme tu dis, si on reste très flou, bah, c'est facile d'être flou finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que si on vient chiffrer, si on vient se positionner sur des éléments concrets, bah, finalement on prouve qu'on est honnête. Et le fait de dire qu'on ne fait pas tout parfaitement, eh ben, finalement ça donne confiance. Ce que tu es en train de dire là, tu me l'avais dit en off et je trouve que j'ai beaucoup aimé je sais plus comment tu me l'avais dit, mais j'ai beaucoup aimé l'idée, c'est de dire à un moment donné, il faut arrêter ceux qui nous disent qu'ils sont à zéro déchet, zéro effet, zéro machin. Faut pas nous prendre pour des imbéciles. On va pas en un claquement de doigts sauver la planète. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc bien sûr qu'on ne peut être que en partie bien. En partie sur un chemin en fait, et que finalement c'est cette honnêteté de dire je suis sur un chemin, on n'est pas arrivé parce que sinon il y aurait plus de problèmes et on serait au courant certainement, mais en tout cas on est sur ce chemin et c'est ce discours-là qui va nous permettre d'éviter voilà, ce pendant du greenwashing, c'est ça? c'est complètement ça, ouais. Tu l'as super bien résumé. C'est que là, on était en train de parler de la précision, parler de tous les scopes. Là, aujourd'hui, les personnes qui vont écouter ta communication, elles ne souhaitent pas que tu les prennes pour des imbéciles, que tu simplifies à fond. On a été dans des années de communication avec maximum de simplification. Ouais, je vais plus vite, je suis plus lourd, plus, en fait. C'était ça, c'était résumé à ça. Et là, en fait, on essaie de rendre sexy la frugalité. Et c'est complètement sexy parce que ça va nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps sur cette planète qui nous survivra. Donc en fait, sauver la planète, encore une fois, c'est quelque chose qui moi, ça me démange un peu parce que non, c'est notre modèle économique qui doit être plus durable. C'est pour nous-mêmes que nous Ouais. le faisons. C'est pas la Et planète qu'on sauve, c'est nous-mêmes finalement. oui, oui. Et en fait, quand on aura fait ce shift mental, peut-être qu'on sera plus écolo. Parce que le socle de notre développement économique, c'est justement les ressources naturelles et les écosystèmes qu'il faut qu'on respecte. Donc être précis, c'est aussi, si tu veux, répondre aux attentes de cette nouvelle génération qui attend des marques qu'elles aient leur influence culturelle, qu'elles leur apportent quelque chose, qu'elles soient ce compagnon qui les aide à traverser ces différentes transitions en les informant plus qu'en leur disant ouais c'est super j'ai réglé le problème en 3 ans. Non, on n'est pas en train de parler de transition, de problèmes, de transformation qui vont être réglés en 3 ans. Du tout. C'est sur les 30 prochaines années là. Donc parler de manière transparente de ce qu'on fait, être humble, ne pas déclarer sauver la planète, ne vous empêchera pas de réussir votre campagne, clairement. J'ai une campagne de Helios Bank là récemment. Ils ont parlé de ce qu'ils ont fait. Ils ont aussi parlé de ce qu'ils n'avaient pas fait. Et j'ai trouvé ça génial parce que ça donne justement à leur public
une vision. C'est-à-dire, on n'a pas fait ça, on va le faire. On est conscient qu'on l'a pas fait, et c'est pour ça qu'on va le faire. Donc ça te donne une perspective aussi. C'est ce qu'attendent les gens. Donc être transparent et humble sera très important. Et finalement, cette histoire de transparence, d'humilité, de vision, t'emmène les gens avec toi sur ton chemin. Ce que tu disais, s'il y a un mot, peut-être moi j'ai envie de retenir, c'est ce côté espoir. C'est-à-dire que la communication qui va marcher, c'est pas forcément la communication où tu vas dire c'est la catastrophe, on va tous mourir, c'est horrible. C'est au contraire de donner de l'espoir aux gens. C'est ça qui fait bouger. Tu le disais, c'est l'espoir qui fait bouger les gens. Donc c'est donner de l'espoir aux gens et de leur dire, ben voilà, on est sur un chemin, on est sur ce chemin ensemble, venez donc avec nous. On va vous montrer comment est-ce qu'on vous propose d'avancer, mais c'est évidemment pas de dire que tout est fait, qu'on a trouvé la solution, que tout est réglé. Voilà, on est en train de. Exactement. Si on veut changer les comportements, si on veut embarquer nos collaborateurs, euh, il faut être lucide, comme on l'a dit. Il faut être humble parce que le travail sera long. Il faut pas susciter le désespoir parce que le changement, et c'est bon dans toutes les études d'opinion et sociologiques qu'on peut faire, le changement, il est drivé par l'espoir. Donc encore une fois, le défi, c'est que la frugalité devienne sexy, qu'on soit pas forcément les plus grands, ceux qui vont le plus loin, ceux qui sont le plus lourds, les plus puissants, mais qu'on soit ceux qui soient collaboratifs, régénératifs, qui laissent à la nature le temps de se régénérer, sans rentrer dans le pathos et sans être désespérant, bien entendu. Et du coup, les bonnes recettes à bien appliquer lorsqu'on va produire un contenu, faire du storytelling, euh, vont peut-être pas être les mêmes que dans la publicité classique où on pouvait certainement parfois faire des raccourcis et rentrer dans l'autosatisfaction. Là, il sera important d'humaniser son discours, qu'il soit incarné. Donc là, c'est plutôt classique, ce que je te dis. Mhm. C'est voilà, Ouais. qu'on démarre à l'échelle humaine pour susciter l'empathie. Pourquoi pas un témoignage. Qu'on donne des outils de compréhension et de contexte. Encore une fois, c'est le contraire du greenwashing, là, ce que je te dis. Donner des outils de compréhension et de contexte, c'est le contraire du greenwashing. Ne pas être imprécis, être le plus exhaustif possible, honnête. Et rappeler, encore une fois, j'adore ça, c'est le côté espoir, que des petits gestes à une échelle locale, ils contribuent à l'amélioration d'une problématique globale. Et ça, c'est voilà, les 3 ingrédients, incarner humainement, donner les outils de compréhension de contexte et rappeler que chaque geste compte. C'est des ingrédients où, une fois que tu as respecté ça, tu peux difficilement te planter. Génial. Écoute, merci infiniment, Julien. On pourrait en parler des heures, hein. Je te cache pas que, il y a vraiment matière évidemment à dire, mais je pense que tu nous as donné déjà beaucoup, beaucoup de pistes. D'abord, pour en prendre conscience, j'espère que, et en tout cas moi c'est l'effet que ça a sur moi. J'espère que les gens qui nous écoutent se disent: «Ah tiens, j'avais peut-être pas, réfléchi à comment est-ce que je pourrais apporter, des choses, apporter ma pierre à l'édifice au travers de mon entreprise». Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Je vais essayer de résumer juste en 2 minutes ce qu'on s'est dit. Donc évidemment, ça va être imparfait, mais c'est pas grave. D'abord, prendre conscience de ce que c'est que le greenwashing. Et si je dois peut-être résumer ce que tu nous as dit sur le greenwashing, bien souvent, c'est être imprécis. C'est utiliser des grands mots qui font plaisir et qui sont du coup forcément imprécis et forcément en partie faux au moins. Et c'est là où on va, même si on a de bonnes intentions, parfois certains ont de mauvaises intentions, mais même si on a de bonnes intentions, c'est quand on va être imprécis, quand on va être trop flou dans la généralité, qu'on va tomber dans le greenwashing. Alors, si on veut communiquer, si on veut intégrer l'éco-responsabilité dans notre communication, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va commencer par une première étape, c'est bien souvent le cas, une première étape de réflexion. On va se poser un petit peu. Tu disais, une bonne idée, c'est de se poser sur déjà le contexte macro et comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de nous dans nos sociétés, hein, plus que notre simple produit ou notre service, vraiment sur la société dans sa globalité. Et puis après, on va se regarder un petit peu et on va faire notre propre bilan. J'aime beaucoup j'ai trouvé ça très simple et très facile à faire. Tu disais, il y a trois étapes à regarder. La première étape, c'est ce qui se passe avant, c'est-à-dire nos fournisseurs. Deuxième étape, c'est ce qui se passe, nous, dans notre outil de production, dans ce qu'on fait. Et ça peut être une usine, comme ça peut être un indépendant qui voilà, met le recto verso sur l'imprimante, t'en parlais, ça peut être des petites choses toutes simples. Et puis, troisième étape, regarder ce qui se passe au niveau de l'utilisation, encore une fois, de notre produit, de notre service. Comment est-ce qu'il va être utilisé, quel va être son impact. Une fois qu'on a fait
ce bilan-là, en fait, on a une vision finalement plus claire de ce qu'on fait déjà, parce que parfois on fait déjà des choses et on n'en a pas forcément pris conscience. Donc moi, je trouve que c'est intéressant aussi de s'en rendre compte. Et puis ce qu'on ne fait pas, et surtout ce qu'on voudrait faire, et c'est là où tu parles de vision, où il faut un petit peu, comme le reste de notre entreprise, hein, bien sûr, on a une vision sur là où on souhaiterait qu'elle aille d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue chiffre d'affaires ou autre. Eh bien, on peut avoir une vision éco-responsable et savoir où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire, quel est notre chemin, parce que c'est ça que tu disais. Tout ça, c'est une histoire de chemin, c'est pas une histoire d'éléments actés et finis, parce qu'on est loin d'être fini à ce niveau-là. Je mettrai les liens, hein, tu parlais de l'ONU 17 pour nous aider notamment à trouver des objectifs qui sont simples et atteignables et qui sont en lien avec ce qu'on fait, parce que tu le disais, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h, il faut déjà faire quelque chose qui est en lien avec nous, trouver cette vision, et puis après, on va pouvoir positionner les actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en place et faire et pouvoir communiquer tout simplement dessus. Et encore une fois, moi, vraiment, ça m'a beaucoup éclairée lorsqu'on a commencé à parler de chemin. Parce que je restais quand même encore, tu vois, à me dire, mais mince, comment je vais faire pour savoir que la communication que je vais mettre en place, va pas être mal perçue, mal comprise. On va pas avoir l'impression que j'essaye voilà, d'en tirer profit finalement. Et je trouve que l'idée dont tu parlais, notamment d'Helios Bank, de dire à voilà, dans sa communication, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs, hein, d'aller expliquer quel est le chemin, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on n'a pas fait. Et de dire, voilà, on l'a pas fait, mais on a l'intention de le faire. Venez avec nous sur ce chemin. Et encore une fois, on est tous conscients qu'on va pas sauver la planète. La planète, j'aime beaucoup ce que tu disais, la planète sera encore là après nous. C'est nous qu'on essaye de sauver, donc ce serait bien effectivement d'en prendre conscience, et ça nous aiderait. Et tu disais, pour pouvoir le communiquer correctement, il faut l'incarner humainement, puisque c'est nous dont il s'agit finalement. Ça paraît logique de l'incarner humainement, d'avoir des éléments de compréhension. C'est peut-être le maître mot de ce que je retiens, c'est d'être précis, d'expliquer, de ne pas rester dans le flou, de poser peut-être des chiffres. Parfois, on n'aime pas toujours les chiffres, mais en fait, ils permettent d'installer une certaine réalité. Et donc, ça va être intéressant d'expliquer les choses très concrètement, et puis de contextualiser tout ça. Voilà, j'ai essayé de résumer juste en 2 minutes ce qu'on s'est dit en 3 quarts d'heure. Donc évidemment, c'est nécessairement imparfait, mais je trouve que ça a le mérite de nous faire comprendre que, 1, on peut le faire. 2, j'aime beaucoup ce que tu dis, où toute petite action est bonne à prendre, et c'est la somme de nos 8 milliards de petites actions qui vont nous aider à aller sur le bon chemin. Et puis, c'était un peu une petite prise de conscience pour moi quand tu l'as dit. La planète, elle sera là après nous, et c'est pas la planète qu'on essaye de sauver, c'est nous qu'on essaye de sauver. Donc il serait peut-être temps un petit peu, pardon, mais de se bouger les fesses. Donc dans nos actions personnelles, bien sûr, mais aussi dans nos entreprises qui, ça, moi j'en suis convaincue, ont un rôle à jouer dans nos sociétés de façon générale. Merci beaucoup, Julien, d'être venu nous parler de ce sujet qui est pas si simple que ça à aborder. Si, et je suis sûre que c'est le cas de plein de personnes qui nous écoutent, si tu as suscité plein de questions et que les gens veulent en savoir plus, veulent comprendre comment faire, veulent peut-être te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Déjà, il y a mon profil LinkedIn, et puis mon mail professionnel que tu pourras aussi laisser à tes auditeurs. Ensuite, il y a tridom.net/business pour toutes les entreprises qui souhaitent en savoir plus. Génial. Écoute, comme d'habitude, bien sûr, je laisserai tous les détails sur les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à y aller pour contacter Julien et pour voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Merci beaucoup, Julien. Merci Estelle, merci beaucoup. À très vite. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai pris une claque. Je vous le disais, j'ai comme beaucoup une sensibilité écologique, mais je fais pas grand-chose. Et là, de discuter avec Julien, ça m'a littéralement donné des ailes. Je me dis que c'est faisable, qu'il ne tient qu'à moi de me poser et de réfléchir aux actions que je souhaite mettre en place, et surtout, je n'aurai plus peur d'en parler parce que j'ai les clés pour le faire bien, c'est-à-dire être précise, être humble et parler du chemin. On ne va pas sauver le monde en un claquement de doigts, mais au moins, on ira dans la bonne direction. J'espère que cet épisode vous aura fait le même effet qu'à moi et que vous êtes déjà en train de faire le bilan de votre impact chez vos fournisseurs, dans votre propre production et lors de l'utilisation par vos clients.
Si cet épisode vous a plu, si vous avez trouvé qu'il vous a appris des choses, je suis sûre que vous connaissez quelqu'un d'autre à qui ça pourrait être utile. Alors allez-y, partagez-le autour de vous, faites-le connaître à vos amis entrepreneurs. Plus nombreux on sera à réfléchir à ces sujets et mieux ça sera. Et puis, si vous voulez en savoir plus ou si vous voudriez mieux connaître le travail que Julien fait avec Tridom, n'hésitez pas à le contacter. Je vous ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite.